Pour profiter davantage de la vidéo, il est conseillé de faire une capture d'écran, répondre aux questions avant de voir la vidéo et s'il le faut, reprendre l'exercice après avoir visionné la vidéo. Ça comporte deux pages, la page 13 et la page 14. Première question, définir l'onde mécanique. Donc, l'onde mécanique progressive, c'est une déformation qui se déplace dans un milieu matériel élastique de propagation avec transfert d'énergie mais sans transfert de matière. Deuxième question, définir l'onde mécanique transversale. Une onde mécanique transversale, c'est une onde pour laquelle la déformation est perpendiculaire à la propagation. Dans la deuxième partie de la même question, on nous demande de donner deux exemples. Bien, les deux exemples, c'est que le premier exemple, ça concerne la propagation à la surface de l'eau, et le deuxième exemple, c'est la propagation le long d'une corde. Pareil pour la question 3. On nous demande de définir l'onde mécanique longitudinale et donner deux exemples. Onde mécanique longitudinale, c'est que la propagation est parallèle à la déformation. Les deux exemples, le premier exemple, c'est la propagation le long d'un ressort et le deuxième exemple, c'est la propagation du son dans l'air. Question 4. Quelle est la relation entre l'élongation ym à l'instant t d'un point M du milieu de propagation et l'élongation ys de la source S? C'est une relation du cours. Bien, la réponse, c'est que l'élongation du point M à l'instant t, elle est égale à l'élongation du point S à un instant avant, c'est-à-dire un instant t moins tau. Avec tau, c'est ce qu'on appelle le retard temporel. C'est donc la distance SM, la distance entre la source S et le point M, divisé par la vitesse de propagation. Alors, ce qu'on nous a demandé, c'est en fait cette relation-là que l'on doit encadrer. Dans une question 5, dans la question 5, propagation d'une onde périodique le long d'une corde. Un vibreur de fréquence n met en vibration à t égale à 0 l'extrémité S d'une corde élastique. L'onde périodique sinusoïdale se propage le long de la corde. La figure ci-dessous représente l'aspect de la corde à l'instant t. A est égal à 40 millisecondes. Donc, cette forme-là, c'est en fait la forme de la corde en question. C'est celle-là. Dans une première question, on nous demande de déterminer la période spatiale de l'onde. Bien, la période spatiale de l'onde, c'est la distance entre deux sommets que voici, ou bien, si vous considérez ce point-là, eh bien, la période, c'est entre ces deux points-là, c'est-à-dire entre ce point-là et ce point-là. Donc ça, c'est la période temporelle, plutôt la période spatiale, lambda, qu'on appelle la longueur d'onde lambda. Donc on voit bien que lambda, elle est égale à 2 cm. Voilà, on va juste écrire ça. On va écrire que lambda est égal. Donc graphiquement, la question 5a, alors lambda est égal à 2 cm. C'est ça la période spatiale, 2 cm. Pour la question suivante, calculer la célérité de l'onde. Pour la célérité, on va donc considérer
la distance parcourue par l'onde, eh bien c'est tout ça, hein, depuis le début jusqu'au front de l'onde, hein, le front de l'onde, eh bien la vitesse, elle est égale à la distance parcourue par l'onde sur le temps nécessaire pour faire ce parcours. Et le temps nécessaire pour faire ce parcours, c'est l'instant T1 qu'on nous a donné. La distance parcourue par l'onde graphiquement, c'est 4 cm. 4 fois 10 puissance moins 2 en mètres, divisé par T1. La valeur qu'on nous a donnée, c'est 40 millisecondes, 10 moins 3. Alors, on trouve donc 1 mètre par seconde. Donc, la vitesse, elle est égale à 1 mètre par seconde. Ça, c'est la vitesse de propagation de cette onde le long de cette corde. Pour la question 5.3, on nous demande d'en déduire la période temporelle de l'onde. On va utiliser une relation du cours qui nous dit que la vitesse, c'est la longueur d'onde sur la période. Et donc, la période, elle est égale à la longueur d'onde sur la vitesse. La longueur d'onde, c'est 2 cm, 10 puissance moins 2, sur V est égal à A. Et donc, ça nous donne une période T est égale à 2 fois 10 puissance moins 2 secondes. Résultat à encadrer. OK. Et pour la question qui suit, représenter l'aspect de la corde à l'instant T2 est égal à 75 millisecondes. Alors, pour répondre à cette question-là, on doit se poser la question suivante. Quelle est la distance? Ça, c'est la question 4. Quelle est la distance parcourue? Quelle est la distance parcourue par l'onde pendant le temps T2? Alors, cette distance est telle que V est égal à la distance qu'on est en train de chercher sur T2. C'est-à-dire que cette distance, c'est la vitesse fois T2. La vitesse, c'est 1 mètre. T2, c'est 75 fois 10 puissance moins 3. Alors, tout ça, c'est en mètres, soit 7,5 cm. Alors, 7,5 cm. Alors, donc, cette première figure, ça représente l'aspect de la corde à l'instant T est égal à 40 millisecondes. C'est ce que j'ai représenté en rouge. Alors, à l'instant T est égal à 75 millisecondes, eh bien, le front de l'onde, le devant de l'onde, celui-là, il va se déplacer d'une distance égale à 7,5 cm, c'est-à-dire il va atteindre ce point-là. Et donc, ce front-là, je vais le retrouver entre... ce front-là, je vais utiliser les couleurs pour que vous puissiez me suivre. Ce front-là, je vais le retrouver déplacé à cette distance, 7,5 cm. Et donc, on va le représenter comme ça. Et le reste de l'onde, et le reste de la corde, elle est intacte. Il n'est pas encore déformé. Alors, de la même façon, cette partie-là, eh bien, je vais la trouver entre ce point-là et entre ce point-là. Donc, il doit avoir, normalement, il doit avoir une longueur de 1
centimètre. De ce point-là à ce point-là, c'est 1 centimètre. C'est 1 centimètre. Et donc, ça donne cette figure-là. Voilà, donc ça, c'est pour cette partie-là. Pour la partie qui suit, je vais la représenter en noir, celle-là, eh bien, je vais la retrouver entre ce point-là et ce point-là. Elle aura cette forme-là. Donc, vous avez compris de quoi s'agit-il. Ça va continuer, hein, de la même façon. Cette partie-là, je vais la retrouver entre ce point-là et ce point-là. Ça me donne cette figure-là. Et remarquez qu'on a commencé par le front de l'onde pour faire une marche en arrière. Et tout ce qui va venir par après, c'est-à-dire ce qui sera ici comme forme, ce sont des sinusoïdes qui ont cette forme-là. Le principe de raisonnement est toujours le même. Et donc voilà, finalement, l'aspect de la corde, hein, l'aspect de notre corde, c'est ce qu'on a représenté ici. Donc, je peux même représenter l'axe OY, représenter l'axe des X. Intéressant, je peux maintenant déplacer la figure. Alors, je la déplace, et bien voilà ce que j'ai obtenu à la fin. Hein, ce que j'ai obtenu, ce que vous devez donner comme réponse, c'est ce que je vais encadrer en bleu. Ce que vous devez donner comme réponse, c'est cette figure-là. Voilà. Alors, la question 6, ça concerne les ondes sonores. Un dispositif constitué d'un haut-parleur et de deux microphones M1 et M2 reliés à un oscilloscope lorsque M1 et M2 sont à égale distance du haut-parleur. Les courbes à l'oscilloscope sont en phase. On donne la sensibilité horizontale de l'oscilloscope, c'est 0,125 millisecondes par division. Alors nous avons deux microphones, nous avons un oscilloscope et un haut-parleur avec un générateur basse fréquence. On maintient M1 fixe et on éloigne M2 d'une distance D. On observe que les deux sinusoïdes se retrouvent pour la troisième fois en phase pour D est égal à 51 cm. Calculer la vitesse de propagation de l'onde. Alors, le fait que l'on nous dise que les sinusoïdes se retrouvent en phase pour la troisième fois, hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que la distance qu'on nous a donnée, elle est égale à 3 fois lambda. Parce que les sinusoïdes se retrouvent pour la troisième fois en phase. Donc, la distance qu'on nous a donnée, c'est 3 lambda. Et cela nous permet de calculer lambda, qui est égal à D sur 3, qui est égal à 51 sur 3, qui est égal à 17 centimètres. Donc, nous avons la valeur de lambda. Pour la valeur de T, eh bien, c'est à partir de l'oscillogramme. Donc, c'est cette portion-là. C'est cette portion-là. Et donc, cette portion, ça comporte combien de divisions? 4 divisions. De ce point-là jusqu'à ce point-là, nous avons 4 divisions. Donc, T est égal à 4 divisions. Et chaque division, c'est 0,125 millisecondes. Alors, on va calculer 125, 0,125 fois 4, ça donne 0,5. Ça donne 0,5 millisecondes. Et puisqu'on nous a demandé de calculer la vitesse, eh bien la vitesse, elle est donc égale à la longueur d'onde lambda sur T.
La longueur d'onde lambda, c'est 17 cm fois 10 moins 2. Sur la période t, c'est 0,5 10 moins 3. Eh bien, on trouve 340 mètres par seconde, une valeur que l'on doit connaître. C'est la vitesse de propagation du son dans l'air. 340 mètres par seconde. Alors, la sonde ultrasonore échographique utilisée est à la fois un émetteur et un récepteur. Lorsque les ondes se propagent dans le corps humain, ils sont en partie réfléchis par les parois séparant deux milieux différents. La figure ci-contre représente le schéma du dispositif permettant l'échographie d'un fœtus lors de l'examen. Une salve d'ondes est émise par l'émetteur de la sonde à la date t égale à 0. L'onde est réfléchie au point M1 et au point M2. La sonde reçoit la première onde réfléchie à la date T1 et la deuxième à la date T2. Trouvez l'épaisseur L2 du fœtus en donne la vitesse des ultrasons dans le corps humain. VC est égal à 1540 mètres par seconde. Alors, s'il y a quelque chose à souligner, c'est que nous aurions donc deux réflexions, une réflexion à l'instant T1 et une réflexion à l'instant T2. Alors, c'est quoi ce T1 et ce T2? Ça correspond à quoi? Alors, l'instant T1, ça correspond à la première réflexion sur la surface du fœtus. Donc, l'onde vient depuis la sonde, celle-là c'est notre sonde. Donc l'onde vient de la sonde, arriver sur le fœtus, il va se réfléchir pour rebondir, pour revenir vers la sonde. Et donc ce mouvement d'aller-retour, ce mouvement de descente et de montée, ça nécessite un temps T1. Pour le temps T2, celui-là, ça correspond à la réflexion de l'onde sur le fond du fœtus. Alors, le fond du fœtus, réflexion et retour vers la sonde, ça nécessite un temps T1, plutôt un temps T2. Donc, T2, c'est le temps nécessaire pour faire un aller-retour L1 et plus L2. T1, c'est le temps nécessaire pour faire un aller-retour de L1. Et donc, pour faire un aller-retour dans le fœtus, L2, c'est T2 moins T1. C'est très important de comprendre le raisonnement que l'on va faire. Alors, T1, c'est le temps nécessaire pour parcourir la distance de L1. Il faut voir ça sur la figure. La distance L1, en fait, c'est celle-là. La distance L1, c'est celle-là. Et donc, T1, au cours du temps T1, eh bien, l'onde, elle a parcouru la distance au cours du temps T1, l'onde elle a parcouru la distance L1 deux fois. Pendant la descente, elle a parcouru la distance L1 et pendant la montée, elle a parcouru une autre longueur L1. Et donc, pendant le temps T1, l'onde a parcouru la distance 2L1. 2L1. Pendant le temps T1, l'onde elle a fait ce trajet-là. Une descente puis une montée. Elle a traversé la longueur L1 deux fois. Pendant le temps T2, pareil. L'onde, elle a parcouru cette distance-là, qui est en fait L1 plus L2, deux fois. Une première fois pendant la descente
et une deuxième fois pendant la montée. Donc pendant le temps T2, l'onde, elle a parcouru la distance 2 fois L1 plus L2. Et par suite, pendant le temps T2 moins T1, l'onde, elle a parcouru la distance juste, celle-là, 2L2. 2L2, c'est le temps parcouru par l'onde pendant le temps T2 moins T1. Et par suite, on aura la relation suivante. La vitesse dans le corps humain, elle est donc égale à une distance divisée par un temps. Eh bien, cette distance, hein, si je considère le temps T2 moins T1, si je considère le temps T2 moins T1, eh bien, la distance qui lui correspond, c'est 2L2. Et c'est justement ce qu'on cherche. L2 est égal à VC fois T2 moins T1 sur 2. En faisant l'application numérique, on trouve donc L2 est égal à VC T2 moins T1 sur 2. On remplace VC c'est 1540, T2 c'est 130, T1 c'est 80, mais attention c'est en microsecondes. C'est pour cela qu'on multiplie par 10 puissance moins 6, on divise par 2, on trouve donc 0,0385 mètres. En centimètres, c'est 300. En centimètres, c'est 300. En centimètres, c'est 3,85 centimètres. Question 8. Donnez la définition d'un milieu dispersif. Alors, c'est quoi un milieu dispersif? C'est un milieu pour lequel la vitesse V dépend de la fréquence n de l'onde. Deuxième partie de la question, donnez un exemple de milieu dispersif et un autre exemple pour le milieu non dispersif. Bien, un milieu dispersif, c'est tout simplement la surface de l'eau. Donc, à la surface de l'eau, la vitesse de propagation des rides, c'est-à-dire des ondes à la surface de l'eau, dépend de la fréquence. Un milieu non dispersif, c'est l'air. L'air est un milieu non dispersif pour les ondes sonores. Toutes les ondes sonores ont des vitesses indépendamment, ont des vitesses qui sont égales indépendamment de leur fréquence. Pour l'exemple, on a donné deux exemples. Exemple de milieu dispersif, c'est la surface de l'eau. La vitesse de propagation des ondes, entre parenthèses des rides, à la surface de l'eau ne dépendent, ou bien la vitesse ne dépend pas de la fréquence. Un autre exemple de milieu non dispersif cette fois-ci, c'est l'air. Alors, l'air, c'est un milieu non dispersif pour les ondes sonores. Alors, voyons la suite. Pour la diffraction de l'onde mécanique, donnez un schéma d'illustration de la diffraction d'une onde mécanique à la surface de l'eau. Alors, pour la figure, il s'agit d'une cuve à onde. Pour la figure, il s'agit d'une cuve à onde qui contient, si vous voulez là, c'est un obstacle qui comporte une ouverture de largeur A. L'onde incidente, il vient dans ce sens-là et il va se diffracter au niveau de cette ouverture pour donner naissance à des ondes circulaires. Θ, c'est l'angle de diffraction. Alors, j'ajoute juste le sens de propagation de l'onde, c'est celui-là. Ça, c'est le sens de propagation. Ici, on a ce qu'on appelle l'onde incidente et celle-là, c'est l'onde diffractée.
Ça, c'est la première question. La deuxième question, alors, donnez le schéma. La deuxième question, quelle est la condition sur A? Alors, 9, 2, condition sur A. Pour avoir le phénomène de diffraction, on doit avoir A qui doit être inférieur ou égal à la longueur d'onde lambda. Alors A, c'est justement la largeur de cette ouverture, hein, c'est ce qu'on a ici. C'est la distance que l'on a ici. C'est ça, la largeur de l'ouverture. Quelle est l'expression de θ, demi-largeur angulaire de la zone touchée par la diffraction? Bien, la zone touchée par la diffraction, c'est toute cette zone-là. Elle a une demi-largeur θ, et cette demi-largeur θ, elle est donnée par la relation θ est égale à lambda sur A. Relation que l'on doit connaître. Alors, quoi d'autre? La question 9.3, qu'est-ce qu'on nous demande? Comparer les fréquences, les vitesses et les longueurs d'onde des ondes incidentes. Eh bien, lors de la diffraction, il n'y a ni changement de fréquence, ni changement de vitesse, ni changement de longueur d'onde. La fréquence, la vitesse et la longueur d'onde se conservent. C'est ce qu'on a noté ici, l'onde incidente et l'onde diffractée ont même fréquence n, même vitesse v et même longueur d'onde lambda. Dans une dernière question, changement de milieu de propagation. En passant d'un milieu de propagation à un autre, quelles sont parmi les grandeurs suivantes, longueur d'onde lambda, vitesse v, fréquence n, celles qui changent et celles qui restent les mêmes? Alors la réponse, c'est que en passant d'un milieu de propagation à un autre, les grandeurs qui changent, c'est la longueur d'onde lambda et la vitesse v. Les grandeurs qui ne changent pas, qui restent les mêmes, c'est la fréquence et la période qui sont liées par la relation que vous connaissez très bien. La fréquence, elle est égale à 1 sur la période t. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.